Moi, j'ai pas de vrais malades à mettre sous les yeux, quoi. C'est vachement moins sexy de passer après eux, hein. Mais c'est une vraie histoire, et je raconte exactement ce qui s'est passé, et elle est assez extraordinaire, et j'espère qu'elle va tous vous intéresser. C'est interactif, et donc par définition, il faut que vous répondiez aux questions avec moi en allant vite. L'objectif n'est pas de perdre de temps, et c'est plus de vous faire parler indirectement, de vous faire écrire pour vous raconter l'histoire de Madame R qui a 56 ans et qui se présente pour fièvre le 25/01/2018, et elle est admise ce même jour au SAU car elle a des difficultés respiratoires. Alors attendez, forcément. Voilà la timeline que nous allons suivre tout au cours de notre exposé, puisqu'elle arrive à 20h00 à ce dit SAU. Les horaires sont très précises parce qu'en fait, c'était dans un hôpital militaire, et que dans un hôpital militaire, tout est fait à la minute près. Donc, elle est au SAU. Qu'est-ce qu'elle a comme antécédent? Eh bien, pas grand-chose. Elle a un peu d'hypertension sous IEC. Elle a une maladie dermatologique qui est le psoriasis. Elle a quelques antécédents chirurgicaux finalement pas très intéressants. Elle ne boit pas, elle ne fume pas. Et puis, par contre, elle a un antécédent qui est important. On le saura pour la suite. Elle est marathonienne et elle court 8 heures par semaine. Le marathon, pour elle, ça ne posait pas de problème. En salle de déchocage, puisqu'elle est en détresse respiratoire, voici les différents paramètres de notre patiente. Elle a quasiment 40 degrés Celsius de température relevée à l'oreille. Elle mesure 55 kg pour une taille de 1,70 m. Je vous ai dit, on est à l'armée, c'est mieux que dans mon service de réanimation. Hémodynamiquement, elle a 140 de fréquence cardiaque avec une pression artérielle dont je vous demande de noter sur un petit bout de papier pour vous rappeler qu'elle est à 80, 38, 51 mm de mercure, avec des marbrures des genoux qui sont quand même déjà bien importantes puisqu'elles remontent aux racines des cuisses. Donc, on est sur des marbrures de stade le plus élevé, 3-4. Sur le plan respiratoire, elle a 30 de fréquence respiratoire avec une saturation à 96%, sous quand même 60% de FiO2. Elle est dyspnique légèrement à la parole, avec un tirage susclaviculaire et intercostal, un petit balancement thoraco-abdominal, et à l'auscultation, elle crépite. Elle est consciente et elle n'a pas de signe de localisation. Alors, je n'ai pas mis de lettres, hein, je suis désolé, je n'avais pas anticipé ça. Donc, on fait A, B, C, D, E. Que faites-vous en premier chez cette patiente? Vous faites le prélèvement d'un bilan et puis on attend, on va voir ce que ça donne, hein. Vous prenez directement en charge cette détresse respiratoire par intubation et ventilation mécanique. Vous prenez en charge en premier la détresse circulatoire par expansion volumique. Vous prenez en charge la détresse circulatoire avec des catécholamines d'emblée. Et puis, vous faites la totale. Vous prenez en charge la détresse circulatoire et respiratoire. Ça, c'est des vraies questions de la vie de tous les jours. Alors, je vous écoute. Notez, l'important est juste que vous notiez et qu'on discute juste derrière. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on les... On va les voir où d'ailleurs, ces trucs-là. Voilà. A, E, CDE, E. D'accord. E, OK. Donc, en gros, CDE. Les gens prennent tout en même temps. Ils prennent en charge, sinon, la détresse circulatoire par expansion volumique. C. Ouais, c'est déjà... Je laisse encore quelques secondes. Si je résume un peu tout ce qu'il y a là, pour aller vite, en gros, ça se partage entre je prends en charge d'un côté que la détresse circulatoire ou je prends en charge les deux en même temps. Ça, c'est des bonnes... Oula, ça apparaît à vitesse grand V, là. Ça fait peur. Et donc, en gros, moi, j'avoue que la première chose que je pense que nous ferions, merci Sébastien de les effacer au fur et à mesure, c'est de prendre en charge la détresse circulatoire par expansion volémique. Alors, pourquoi est-ce qu'on prendrait en charge cette détresse circulatoire hypovolémique? Je pense qu'avant de s'avancer dans la prise en charge ventilatoire, on va lui administrer de l'oxygène, c'est évident.
Vous le savez puisqu'on vous le dit. Mais le risque, c'est que sa pression artérielle que je vous ai demandé de noter est déjà très basse. Elle est à 40 mm de mercure de diastolique, voire un petit peu en dessous. La première chose que vous allez lui faire, c'est forcément de la remplir, d'augmenter son volume contraint pour qu'il n'y ait pas de complications lors de la ventilation mécanique si elle doit survenir. Alors, deuxième question, tout de suite, et ça, vous voyez, ça va faire un peu la synthèse, l'objectif est de faire un peu la synthèse de ce matin, c'est quelle expansion volémique vous lui administrez de l'hydroxyéthylamidon, de l'albumine, du NaCl, du ringalactate. Vous vous doutez bien qu'il faut bien répondre à cette question. Frédéric nous observe. Eh bien, comme on peut le voir là, effectivement, je pense que les options, les deux dernières options, c'est-à-dire le sérum salé hypotonique et le ringalactate, sont des options tout à fait raisonnables. L'hydroxyéthylamidon, dans ce contexte-là, est clairement contre-indiqué. Quant à l'albumine, vous avez bien compris que la première chose que l'on fait dans cette situation-là, c'est sûrement pas de lui administrer l'équivalent de macromolécules, mais bien des cristalloïdes. Donc, vous avez à peu près tous bien répondu et donc le message de Frédéric est bien passé. Je reviens sur une question de spectateur anonyme qui dit « Oh, on démarre quand même les catécholamines à moins de 40 mm de mercure. » Oui, c'est vrai, tu as raison. On aurait pu les démarrer d'emblée. 38, 40. Et si elle avait eu 42, tu ne l'aurais pas démarré? Et si elle avait eu 40, c'est un choix. Et clairement, on aura tendance à plutôt démarrer des catécholamines de façon précoce lorsque la pression artérielle diastolique est inférieure à 40 mm de mercure. Je suis d'accord avec toi. Alors, quelles sont les recommandations en termes d'expansion volémique pour les patients en état de choc septique? Alors, il y a des recommandations qui ont été plutôt bien faites et qui ont, pour le coup, eu un énorme parti pris, puisque les patients qui, selon la nouvelle définition, ont une hypotension ou un lactate supérieur à 4 millimoles par litre, excusez-moi, il faut administrer au total 30 millilitres/kg de cristalloïdes. Que le patient n'ait pas d'oxygène, que le patient soit en dialyse, que le patient soit en insuffisance respiratoire aiguë avec des hauts besoins en oxygène, il faut lui passer 30 millilitres/kg de cristalloïdes. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que même le patient qui n'est pas intubé et ventilé mécaniquement, celui dont vous pensez qu'il va être en SDRA ou qu'il évolue vers un SDRA, s'il est instable hémodynamiquement, on considère qu'il faut aller vers la ventilation mécanique pour faciliter le passage de ces 30 millilitres/kg. C'est quand même un parti pris qui est extrêmement important et pour lequel il faut considérer que globalement dans les études, les patients ont tendance à ne pas être assez remplis à la phase initiale, précoce, dans les 3 premières heures de l'état de choc. Je vous recommande de voir un peu ce qu'il se passe lorsque vous prenez en charge un état de choc septique qui va être dans les étages et qu'on vous dit il faut passer la 500 ml, c'est ce que vous allez dire à l'infirmière d'étage, le temps que ça passe, le temps qu'elle mette la voie veineuse périphérique, et le deuxième, et le troisième, on ne le trouve pas, etc. Il descend en réanimation, le temps passe vite et au final, vous vous rendez compte que ces 30 millilitres/kg, vous mettez pas mal de temps à les passer et qu'il faut aller vite et que si vous pensez être limité par l'état respiratoire, il faut aller vers la ventilation mécanique. Donc oui, malgré les crépitants, on va aller au remplissage. Juste une question pour revenir, si l'on avait dû débuter les catécholamines de façon immédiate ou si quelqu'un avait voulu, le fait qu'elle soit sur voie veineuse périphérique ou sur voie veineuse centrale ne pose pas de problème à la phase initiale. L'important, si vous passez des catécholamines sur une voie veineuse périphérique, c'est que la voie veineuse périphérique soit dédiée au passage de ces catécholamines. Alors, je vous montre bien, elle arrive à 20 h et elle reçoit son premier NaCl 45 minutes plus tard. À ce moment-là, il y a un gaz du sang qui a été réalisé. Après, c'est 1,5 litre de remplissage où sa pression artérielle est à 85, 43, 56 mm de mercure. Elle est franchement tachycarde. Quand vous avez un patient qui est tachycarde comme ça en état de choc alors qu'il vient de recevoir 1,5 litre de remplissage, inquiétez-vous. Soyons très clairs, soyez inquiets.
Ce n'est pas normal. Vous devez vous dire qu'il va se passer quelque chose. Et ben, quand on regarde sur le gaz de sang, effectivement, il se passe quelque chose de grave. Elle est maintenant sous 80% de FiO2 et ne venez pas me dire que c'est uniquement votre remplissage qui l'a mis sous 80%. C'est probablement son état clinique sous-jacent. Elle a 7,16 de pH, 45 de PCO2, 70 de PaO2, 17 de bicarbonate et un lactate. J'ai bien dit un lactate, c'est la molécule de lactate qui est à 7,6 millimoles par litre. Notez ces paramètres dans un coin de votre tête, car la question suivante, c'est l'attitude thérapeutique là. On l'intube, on la ventile, on lui poursuit l'expansion volémique sur VVP, on poursuit l'expansion volémique après pause d'une voie veineuse centrale. Attention, on débute les catécholamines sur une voie veineuse périphérique. On va débuter les catécholamines uniquement après la pause d'une voie veineuse centrale. J'ai un peu répondu à la question, je l'avoue. Ce n'est pas grave. L'objectif de ce cas clinique, c'est de vous fixer les idées au maximum par rapport à tout ce qui a été dit depuis ce matin. Alors, ABD, BD, la réponse E, on va lui mettre quand même une voie veineuse centrale, ABD, AD, en tout cas, ça tourne autour de ces réponses-là, très clairement. Eh bien, moi, je pense que ce n'est pas si facile de dire ABD, en tout cas pour la B. J'en sais rien. Elle a eu ses 30 minutes kilo. Je vous avoue que je ne sais pas à l'heure actuelle s'il faut continuer ou pas de la remplir. Par contre, ce que je sais, c'est que la patiente reste hypotendue, que sa situation hémodynamique n'est pas stabilisée et que je vais passer d'un régime de pression négative intrapleurale à l'inspiration à un régime de pression positive lors de l'intubation et de la ventilation mécanique. Et ça, cela peut être extrêmement mal toléré sur le plan hémodynamique. Qui plus est, les drogues d'anesthésie que je vais lui administrer vont être associées à un effet que l'on appelle un effet sympatholytique, c'est-à-dire que cela va inhiber, en tout cas partiellement, les effets du système nerveux sympathique avec le risque d'aggraver son état hémodynamique. Conséquence de quoi? Sur une simple voie veineuse périphérique, vous allez débuter des catécholamines. On pourrait discuter de la catécholamine que vous allez débuter. Et lorsque sa situation hémodynamique est stabilisée, aller à la ventilation mécanique. Soyons très clairs, le fait qu'elle ait 80% de FiO2 vous laisse encore un peu de marge. Je vous rappelle que pour les patients Covid, on a attendu beaucoup plus longtemps que ça pour les ventiler mécaniquement. Son premier bilan a eu lieu à 21h05 et elle est finalement intubée à 22h00, toujours le premier jour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'essentiel dans notre prise en charge? Moi, je pense qu'on a dû oublier la radio de thorax, je ne l'ai pas vu en tout cas. Les hémocultures, l'échographie cardiaque, l'évaluation de la diurèse. Si vous deviez choisir quelque chose de fondamental là-dedans, vous choisiriez quoi? Tout? Ah, oui, sûrement. Tout, A, B, C, D, E. Bah oui, tout. Bah, le TT en premier. La B, C, D, E. Bah oui. Surtout que A, B, C, D. Alors, ouais, très bien. Alors, non, moi, je ne suis pas d'accord trop avec vous. Vous savez, c'est dur de prendre en charge un choc septique. C'est vraiment dur. Si on se dit que le temps est une donnée fondamentale à la prise en charge de l'état de choc, et que là, quand même, on est d'accord que tout s'oriente vers un choc septique, elle a du lactate, elle a un foyer, elle a reçu le remplissage, eh bien moi, je vous dis qu'il n'y a qu'un seul examen qui doit être fait. Un seul et unique examen, et pour moi, le plus important, c'est les hémocultures. Pourquoi? Cet examen, c'est celui qui, derrière, va vous donner la documentation bactériologique, pas forcément immédiatement, mais qui va vous faire débuter, juste après la réalisation, l'antibiothérapie. Donc, voilà ce que je pense que l'on peut dire. Vous allez me dire, sur quoi vous dites ça? Bah, moi, je vous dis pourquoi je dis ça. Eh bien, parce que c'est l'examen le plus important avec le gaz du sang à la phase initiale avant l'antibiothérapie qui doit être débuté idéalement dans l'heure. On appelle ça la golden hour. Hémoculture précoce,
avant antibiothérapie, au moins 2 paires. En vrai, ce qu'il faut faire, c'est probablement de prélever un gros volume de sang. Et dans notre centre, les infectiologues nous recommandent, avec les microbiologistes, de prélever au moins 60 ml de sang. C'est quand même pas mal, 60 ml de sang. Hein. Et ces 60 ml de sang, pourquoi? Pour augmenter l'inoculum. Et surtout, pas s'amuser à répéter une hémoculture toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes. Il vaut mieux une grosse quantité de sang que plusieurs quantités de sang éparses. Mais en tout cas, il faut le faire de façon précoce et c'est l'examen le plus urgent. Alors, je suis désolé de le dire, on est dans un moment d'hémodynamique, dans un séminaire d'hémodynamique, mais vous avez pu noter que quel que soit le cours que vous avez eu, un des éléments essentiels est avant tout le traitement étiologique. Alors ici, quelle antibiothérapie administrez-vous? C3G aminoside, alors A, B, C, D, C3G plus macrolide, C3G Rova, C3G Rova. Oh, il y a un sacré débat là. En gros, si je regarde un peu vos réponses, ça se balance entre C3G aminoside et C3G rovamycine. Si je dois choisir d'entre ces deux réponses, je dirais que c'est probablement là, 3 petits points, D qu'il faut choisir. Probablement, et je suis d'accord avec Manon Bouteiller qui dit moi je ferai pas ça, je ferai C3G aminoside macrolide. Why not? Mais en tout cas, le minimum acceptable syndical, c'est de viser les germes les plus fréquents que l'on retrouve dans les pneumonies communautaires, ce qui a l'air d'être le cas de cette dame-là, c'est-à-dire de lui mettre une céphalosporine de 3e génération qui va couvrir comme germe, vous vous en doutez, le pneumocoque et un antibiotique qui va couvrir la légionnelle. Ça, c'est les 2 germes que vous n'avez pas le droit de zapper. À partir de là, vous avez mis C3G aminoside, pourquoi pas. Mais l'aminoside, d'une part, on n'est pas sûr qu'à la phase toute initiale d'une pneumonie franche lobaire aiguë, pénètre bien dans le poumon. Vous allez me dire, ouais, mais enfin dans les PAVM, on en met. Oui, mais on considère souvent que dans les PAVM, dans les pneumonies acquises sous ventilation mécanique, la barrière de l'épithélium respiratoire est beaucoup plus fragile, beaucoup plus altérée par la durée de la ventilation mécanique. À la phase initiale, je ne suis pas sûr que mes aminosides passent réellement bien dans mon poumon. En tout cas, dans les modèles expérimentaux, ce n'est pas évident. Et dans les prélèvements et les études qui font des prélèvements dans les alvéoles, ce n'est pas si évident. Ce qui est sûr, par contre, c'est que mon C3G et mes macrolides passent. Donc, si je devais en choisir une parmi les propositions, je choisirais C3G et macrolide. Après, si vous rajoutez une dose d'aminoside à la phase initiale, pourquoi pas? Mais au minimum, vous devez mettre des C3G et des macrolides. Quelle recommandation pour cette antibiothérapie? Elle doit se faire dans l'heure suivant le diagnostic. Elle doit être à large spectre et associer une combinaison, ceci étant basé sur les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign. Je n'ai pas inventé grand-chose, soyons clairs, dans ce topo. Eh bien, on est quand même très en retard. La première antibiothérapie a été administrée à 22h40, c'est-à-dire 2h40 après son admission au SAU, où le diagnostic a quasiment été fait immédiatement. Nous sommes très en retard sur cette prise en charge. Et ce retard, vous savez quoi? Ça se paye. Et ça se paye sur ce graphique absolument magique d'une étude réalisée par Kumar en 2006 dans Critical Care Medicine, qui dit bien que la fraction de survie va diminuer, d'autant que l'antibiothérapie effective va être retardée. Et ça, ce graphique-là, fixez-le vous dans la tête. Dites-vous bien que lorsque vous êtes à plus de 5 heures depuis le début de l'hypotension, eh bien, vous avez perdu une fraction de 50% environ de votre survie. Alors,
le malade est finalement admis en réanimation à 23h30. Et en réanimation, forcément, vu que l'antibiothérapie a été diminuée, on va commencer à jouer les vampires et on va lui prélever des bilans. Alors voilà le bilan, je vous les lis rapidement. 13,2 d'hémoglobine, leucocyte à 3,87, 350 neutrophiles, oulala, plaquettes à 15 000, une urée à 13,5, une créate, oula, pas à 240 mg par litre, en micromol par litre, excusez-moi. Je pense que l'urée doit être en millimoles par litre, je vous prie de m'excuser. La natrémie est à 135, la kaliémie est à 5,41, la chlorémie est à 110, le TP est à 11%, azate 189, alate 32,8 par litre. On résume, 350 neutrophiles, le patient est en apparence en aplasie. Je ne pense pas que ce soit juste de dire ça en réalité. Thrombopénie sévère, avec un TP qui est bas, une insuffisance hépatocellulaire au minimum, une CIVD probablement même s'il nous manque des données, urée, créatinine qui sont très élevées, une kaliémie qui s'élève. Pardon. Quelle est l'évolution clinique en rapport? Alors ça, j'ai juste recopié la pancarte de l'infirmière. Entre 23h30 et minuit 30, on est passé de 115 à 110. La PAM est passée de 67 à 62. Elle a un peu baissé, mais pas grand-chose. La noradrénaline passe de 5 à 8. Le remplissage, il n'y en a pas eu depuis. La diurèse reste fixée aux 250 de l'arrivée lorsqu'on lui a probablement posé sa sonde urinaire. Quelque chose qui est assez rigolo à noter, sur les pancartes, vous verrez, alors pas pour les systèmes informatisés, mais ceux qui ne sont pas encore informatisés, on ne voit jamais la pression artérielle bouger parce que l'infirmière, elle note, elle pense que c'est une faute de montrer que le patient est hypotendu. Et donc, ce qu'elle fait en général, c'est elle augmente la noradrénaline et elle marque le chiffre de pression artérielle lorsque la pression s'est normalisée. Heureusement, les systèmes informatiques évitent ça. Que faut-il faire pour stabiliser l'état hémodynamique de ce patient qui ne semble pas aller dans le bon sens? Il faut augmenter la posologie de noradrénaline, il faut continuer l'expansion volémique, il faut débuter de la dobu, il faut débuter de la vaso, il faut mettre de l'HSHC, de l'hémisuccinate d'hydrocortisone, et puis honnêtement, là, je ne peux pas répondre. Alors, beaucoup de gens, et ça fait plaisir, suite à tout ça, disent F. Certains disent le A, la C et le A, la C, la E. Je pense sincèrement qu'avec les données que vous avez là, il n'y a pas grand-chose encore qu'on peut dire. Le malade, ça fait 1h30 qu'il est là. Hein. On est loin de dire que la situation est déjà visiblement très grave, le malade n'évolue pas dans le bon sens, mais en tout cas, là, sur juste les données que vous avez, ce n'est pas facile de savoir ce qu'il faut faire. À mon sens, il va falloir creuser un peu plus. On ne va pas répondre facilement avec les données dont on dispose. Donc, vous savez quoi? On lui a mis un picot. Et alors, on lui a mis un picot, et voilà les données suivantes. Alors, le malade est sous 8 mg/h de noradrénaline. Il a une PEP à 13 pour avoir une pression de plateau aux alentours de 25. Son lactate est à 4,3 millimoles par litre. Son index cardiaque est à 2,67 pour une pression artérielle à 89,52. Sa PVC est à 6. Elle est basse, sa PVC. Hein. Enfin, même, elle est à 2, excusez-moi, elle est à 2 là. Les résistances vasculaires systémiques indexées sont à 1427. C'est sacrément bas cette affaire. Je ne vais pas vous parler des autres indices parce que pour l'instant, ce n'est pas intéressant dans la situation actuelle. La question globale, vous l'avez compris, c'est qu'est-ce qu'on fait? Inotrope, vasopresseur, remplissage, j'en sais rien moi. En tout cas, la question que je vous pose, c'est peut-on remplir? Je sais que vous allez bien me répondre, hein, forcément, hein, sur la valeur isolée de la POD qui est à 2. Et là, Manon, d'emblée, me dit non. 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 Et encore non. Je pense que là, c'est non. C'est non. On a dit que c'était non. C'est extrêmement débattu. Malgré tout, l'intérêt de la POD ne doit pas être limité au remplissage. Et je pense que Pierre Asfar vous l'a dit de façon
très clair tout à l'heure, ça apporte des valeurs importantes sur le statut cardio-circulatoire de votre malade. Et je pense qu'il faut garder en tête que si la valeur basse ne veut probablement rien dire, une valeur haute est peut-être plus indicatrice. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, évaluer la précharge dépendance sur la pression de l'oreillette droite, ça a, et ça a été évalué, une aire sur la courbe de 0,56. Ça se rapproche en fait de la bissectrice de votre courbe, de la bissectrice sur la performance de cet indice. Donc, c'est extrêmement mauvais. Je vous rappelle une chose extrêmement importante, c'est l'importance de la position des capteurs de pression. Il faut être très clair que ça doit être positionné environ à la moitié de la hauteur du thorax. Vous serez appelé lors de votre garde pour des patients qui sont hypotendus parce que c'est une petite infirmière, pas très grande en taille, j'entends, qui a baissé le lit, mais qui a laissé le capteur au-dessus du lit et donc au-dessus du cœur. 20 cm d'eau d'écart, ça représente environ 14 mm de mercure de pression. C'est 1,50 environ pour faire le rapport. Donc, vous imaginez bien que la position du capteur et son zéro doivent être vérifiés lorsque vous analysez la pression artérielle ou n'importe quel indicateur nécessitant une tête de pression chez votre patient, Swan-Ganz, pression artérielle ou autre. Finalement, quels moyens utilisez-vous pour juger de cette précharge dépendance? Un lever de jambe passif avec une augmentation de l'ITV de 10%, une occlusion téléexpiratoire avec une augmentation de la pression artérielle de 10%, un delta PP à 12% chez un patient en ventilation contrôlée avec un VT supérieur à 7 ml/kg et un rythme régulier, un mini fluid challenge tant affectionné par Jean-Louis Vincent de 100 ml avec une augmentation de 6% du débit cardiaque ou une mesure de la veine cave inférieure à moins d'1 cm sous échographie cardiaque prédit la précharge dépendance. Je vous écoute. Alors, j'ai deux réponses. J'ai la réponse A, j'ai la réponse D et j'ai la réponse E. J'ai la réponse A. La réponse A est sortie très fréquemment et la réponse E aussi. Donc, c'est que la mesure de la veine cave inférieure prédit la précharge dépendance. La réponse A et la réponse C. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres, j'en ai d'autres. J'ai la réponse ACD. Vous avez bien compris, en tout cas, que le lever de jambe passif, c'était un truc important qui va permettre effectivement d'évaluer la précharge dépendance. Le delta PP, c'est un excellent indicateur de la précharge dépendance. Il est malheureusement limité par la situation clinique des patients. C'est-à-dire qu'il faut que le malade soit en ventilation contrôlée, c'est-à-dire vraiment contrôlée, ça veut dire qu'il n'y ait pas de cycle spontané. Il va falloir que ce soit toujours donc, le même VT, donc que ce soit de la ventilation, je vous ai dit, de la ventilation en volume. Il faut un VT de 7 supérieur à 7 ml/kg et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas dans l'ambiance. On est plutôt aux alentours de 6. Et enfin, il faut que ça soit un rythme régulier. Alors, rythme régulier, on dit souvent sinusal, mais en vrai, un flotteur régulier, ça marche aussi. Il n'y a pas de problème. Et enfin, le mini fluid challenge avec une augmentation de 6% du débit cardiaque est aussi possible. Pour l'occlusion téléexpiratoire, il faut une augmentation de la pression artérielle. Ce n'est pas de la pression artérielle, c'est du débit. Soyons très clairs, lorsque vous voulez évaluer la précharge dépendance, vous devez l'évaluer dans la très grande majorité des cas, dans 100% des cas en dehors du delta PP, sur le débit, c'est-à-dire sur l'augmentation de votre débit. Alors, le delta PP, vous allez me dire, c'est la pression. Mais en fait, la pression pulsée est un reflet, lorsque l'on respecte les critères que je vous ai dit, du volume d'éjection systolique. Enfin, tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de E. La veine cave inférieure, c'est un indice statique.
ça ne reflète pas la précharge dépendance. C'est l'équivalent en fait de la POD et de la PVC. J'ai deux questions. Est-ce que le delta PP ne peut pas traduire une défaillance droite? Bon, pas vraiment. Et est-il possibilité d'augmenter transitoirement le VT pour interpréter le delta PP? La réponse est oui. Oui, ce n'est pas très grave de laisser le malade à 8 ml/kg pendant 10 minutes, le temps de faire un delta PP correct, qui est d'ailleurs donné la plupart du temps automatiquement par les moniteurs de réanimation récents. Alors voilà un petit résumé fait, je crois que ça c'était Mathieu Josiac qui avait fait ce petit résumé pour vous dire que le delta PP c'est 12%, que la variation de la veine cave inférieure qui correspond en fait un peu à la même chose que le delta PP, bah, c'est aussi 12%, que la variation en ETO de la veine cave supérieure c'est 36%, que le PLR c'est 10%, que l'OTE, c'est l'occlusion téléexpiratoire, c'est 5%, le mini-fluid challenge, c'est 6% de variations de seuil qui ont été définies de façon scientifique. Juste une chose, l'ETT, c'est topissime, mais il y a des limites. C'est qu'il y a un indice qu'on appelle le LSD, ce n'est pas une drogue, c'est le Least Significant Difference, c'est-à-dire la capacité maximale, la minimale à discriminer une différence liée à l'outil que vous utilisez. Elle est d'environ 10% pour l'échographie. Vous n'êtes pas capable, si vous faites la somme de plein de mesures, de voir une différence qui est inférieure à 10%. C'est très compliqué avec l'échographie de faire ça. Conséquence de quoi? Vous voyez, par exemple, pour l'OTE, n'essayez pas de regarder les variations de l'ITV avec une OTE. C'est assez difficile à mettre en évidence. De la même façon, rappelez-vous que si le patient est en ACFA, vous allez devoir faire un lever de jambe, des mesures avant le lever de jambe passif, le lever de jambe passif et les mesures derrière, et qu'il va falloir faire la moyenne de très nombreux cycles pour pouvoir avoir une mesure fiable. Alors, comment ça se passe, l'occlusion téléexpiratoire? Comment même cet indice est utilisé? Vous voyez, là, vous avez un cycle normal. Puis là, on a augmenté en fait tout simplement la fréquence pour avoir des cycles qui vont être juste comprimés. Puis vous faites en fait une interruption de la ventilation mécanique en laissant uniquement la PEP. Et donc, il n'y a plus d'insufflation, il n'y a plus d'interaction entre le respiratoire et le cardiaque, il n'y a plus d'interaction cardio-respiratoire, ce qui fait qu'il va y avoir, vu qu'il n'y a plus d'insufflation, pas d'augmentation de pression intrathoracique pendant cette insufflation, et donc il va y avoir une augmentation de votre retour veineux qui va se traduire par une augmentation derrière de votre débit cardiaque si le patient est précharge dépendant. Alors, l'interne de cardiologie vient faire une échographie et elle vous dit « les pressions de remplissage sont basses et donc tu peux remplir, vas-y mon gars ». Sur ce critère, réalisez-vous une expansion volémique? Oui ou non? C'est le fameux E sur E' de tout à l'heure. Le E sur E' est à 5. On remplit ou pas? Oui, oui, oui. Encore oui? Toujours oui pour tout le monde. Donc, E sur E' est bas, on remplit. Tout le monde est d'accord? Putain, vous seriez devant moi, vous m'entendriez hurler. Mais heureusement, Aurélie dit non. À mon avis, c'est non. C'est non. Soyons très clairs. Pardon. Hop. Pourquoi c'est non? C'est qu'un indicateur de surcharge pulmonaire. Ce n'est en aucun cas de surcharge cardiaque et donc pulmonaire. Ce n'est en aucun cas un indicateur de précharge dépendance. C'est un peu comme si vous me disiez, pareil que pour la POD, la papo est basse, je remplis. Non, ça ne veut pas dire que votre malade doit être rempli.
C'est la même chose que de me dire la veine cave inférieure, elle est à moins d'1 centimètre, je remplis. La réponse est non. C'est sur des indicateurs dynamiques que vous pouvez déterminer la précharge dépendance. D'ailleurs, ça a été testé. Lorsque l'on a mesuré le E sur A avant l'expansion volumique, eh bien, regardez les répondeurs et les non-répondeurs. Si vous regardez bien comment se répartissent sur ce scatter plot, c'est comme ça que ça s'appelle, les variables et les valeurs de E sur E', il n'y a aucune différence. Il ne faut pas le faire. Comment évolue notre malade? OK. Eh bien, après PLR, il passe de 2,67 à 3,07. Clairement, on est d'accord, on va le remplir. Alors, parfois, vous n'atteignez pas les 12%, vous êtes à 10%, vous êtes à 11%, mais vous voyez quand même une augmentation. Ne soyez pas trop dogmatique. Appréciez la situation hémodynamique globale de votre patient. S'il est à 11%, vous savez quoi? Vous le remplissez, ce n'est pas un drame. Il faut être adapté à sa situation clinique, il faut être un peu souple. Alors, comment il évolue? Eh bien, on l'avait laissé aux alentours de 110 de fréquence cardiaque, il passe à 3h30 de 118, 120, 113, 125. Sa pression artérielle systolique, elle passe de 96 à 85 à 2h30 et à 75. Sa pression artérielle diastolique, 45, 58, 60, 43, 48, 43. Sa PAD, là, ça sent mauvais parce que ça passe de 62 à 53 et la noradrénaline passe de 8 à 18. Il a reçu ces fameux 1500 millilitres de remplissage. Sa diurèse, elle ne bouge pas. Il n'urine pas. On est bien d'accord, la situation va de mal en pis. Il se passe des choses pas top. Nous sommes à 0h, à 2h30. Vous avez vu là où est-ce qu'on en est. Le picot a été posé à 1h30. À 2h30, il a son expansion volémique. Et à 3h30, voilà les paramètres du picot. Sa SCVO2 est à 45%. Son lactate est à 7,3 mmol par litre. Il est à 18 mg par heure de noradrénaline. Visiblement, on a baissé sa PEP parce qu'il était hémodynamiquement extrêmement instable. Vous avez des marbrures de grade 37 et sa pression, ses paramètres picots sont les suivants. Il est à 77,55. La fréquence cardiaque là est anormalement à 107. Il a 12 de PVC. Il a des résistances vasculaires systémiques indexées qui sont à 3292. C'est absolument, rappelez-vous des 1400 d'avant. Il a un index cardiaque qui est à 1,75. Son EPUI est à 16. Ouh là là, on a le sentiment que ça va dans le mauvais sens. Louis me pose la question suivante. Quand on parle de remplissage après celui-ci fait initialement, on refait du 30 ml/kg d'un coup ou plutôt des remplissages de 500 ml? En fait, on les fait tant qu'il répond à l'expansion, tant qu'il a des manœuvres de précharge dépendance en prenant en compte tous les autres paramètres, c'est-à-dire le poumon, la surcharge hydrosodée globale. C'est difficile de dire la quantité qu'on va faire après ces fameux 30 ml/kg. Elles vont être en fonction de la précharge dépendance que tu mesures à chaque fois. Après, soyons honnêtes, lever les jambes, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu ne le fais pas 12 fois. En pratique, à 3 heures du matin, ce sont des manœuvres qui sont longues. Si le malade en plus n'est pas monitoré, c'est encore plus relou. Donc, on le fait une fois et en général, on essaie d'en mettre par 500 ml, mais parfois, j'avoue que ce n'est pas bien, mais je fais 1 litre. Alors, quel est le profil hémodynamique de cette patiente? La patiente présente une précharge dépendante. La patiente présente un choc vasoplégique, un choc résistif, une tamponnade, un choc hémorragique. En première intention, vous pensez à quoi? Je vous remontre 2 secondes le paramètre, excusez-moi. Hop, 45, 1,75, 3792. Alors, les autres, le malade doit encore être rempli. Il présente un choc vasoplégique, il présente un choc résistif, il présente une tamponnade. Alors, BC, C. Alors, c'est vrai, hein, vous avez bien vu, hein, c'est quand même un petit peu caricatural. Hein.
Pourriez-vous nous donner des normes PICO? Les normes PICO, ce n'est pas des normes PICO, hein. C'est les normes de la vraie vie, hein, en fait. Hein. L'index cardiaque, c'est entre 3 et 5. La PVC, c'est entre 8 et 12. Les résistances vasculaires systémiques, c'est aux alentours de 1800, 2000, 2200. Alors, indexé, hein, les RVSI. La pression artérielle, c'est 65 de PAM pour tout le monde. Donc, les normes du PICO, le device, l'outil ne change pas les normes. Après, il y a des indices un peu plus subtils, mais en fait, les indices subtils sont plus pour beaucoup commerciaux. Mais retenez que c'est les mêmes normes que pour les autres. Alors, j'ai marqué un choc résistif. En vrai, on va être très clair, il est toujours vasoplégique, le malade. Hein. Il vient de faire un choc majeur septique. C'est sûr que le tableau que je vous présente là est plutôt un tableau résistif de type cardiogénique, mais il reste septique. En tout cas, il se passe quelque chose sur le cœur. Qu'est-ce qui se passe sur le cœur? Eh bien, il se passe ça. À votre avis, il a combien de FE là-dessus là? Mettez-moi un chiffre là, faites-moi plaisir. Il a 10 de FE. Il a 10, 20, 30. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il a 25, 20. Enfin, on est tous d'accord pour dire qu'il a une FE qui a moins de 25% et que cette image est extrêmement moche. Je pense que c'est une image de la vraie vie, du malade qui a du SDRA, qui a de la PEP, et donc l'échographie a toutes ses limites dans cette situation-là. Alors, hop, pardon. D'ailleurs, on a fait la mesure de l'ITV sous-aortique, donc ce qui est une distance sur laquelle on va multiplier une surface qui va lui donner un cylindre qui représente le volume d'éjection et on va mettre par la fréquence cardiaque. Et vous voyez, le débit cardiaque indexé est à 1,55. Je ne sais pas pourquoi il y a 69 de fréquence à ce moment-là. En tout cas, l'ITV sous-aortique est à moins de 10, extrêmement basse. Et donc, cela corrobore bien le tableau lié au PICO. Est-ce que c'est vraiment l'image de la patiente? Bah ouais. C'est pas parce qu'elle est pas grosse qu'on voit bien. D'ailleurs, pour être très clair, les patients les moins gros sont parfois les patients les plus difficiles pour avoir une coupe correcte. Parce qu'en fait, on a les côtes et les côtes nous empêchent de passer la largeur de la sonde. Donc pour de vrai, vous verrez. Que proposez-vous à ce stade? Une expansion volémique de la noradrénaline, de l'hémisuccinate d'hydrocortisone, de la dobutamine, l'ECMO-VA. Alors tout le monde dit C et D, D, CD, Dobu. Je vous rappelle juste le truc quand même de la malade. Hein. Elle est passée de 8 à 18 millimètres de noradrénaline. Elle a, grosso modo, si on regarde sa fréquence cardiaque, alors là, l'écho, j'avoue que c'est un peu troublant. Sur ce truc-là, elle a 70, mais en gros, elle a 110, 120 de fréquence cardiaque. Elle a une pression artérielle qui s'effondre. Elle a un lactate qui reste très élevé, une SVO2 qui reste très basse. On n'arrête pas de la réanimer. Moi, là, comme ça, là, spontanément, je pense qu'on est en train de passer en défaillance extrêmement sévère et que l'ECMO-VA, là, elle va s'imposer. Elle va s'imposer. Il faut évidemment lui mettre de l'hémisuccinate d'hydrocortisone, mais ça ne va pas la sauver. Hein. Il faut lui mettre de la dobutamine. Oui, il faut lui mettre. Et encore, je ne suis pas certain qu'à ce degré de défaillance, ça soit obligatoire, mais certains vous diront, mais pourquoi vous n'avez pas mis de dobu? En tout cas, s'il faut lui mettre, c'est probablement pas plus que 2,5 à 5 gamma km. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut
pensez à l'ECMO véno-artériel. Eh ben, c'est ce qu'on a fait à 4 heures du matin. La patiente bénéficie d'une ECMO véno-artérielle. Et vous recevez les examens à visée microbiologique. Alors là, on va être un peu plus, c'est un peu plus sioux. C'est une grippe B. Une grippe. Mais on rêverait d'avoir des grippes en ce moment. On n'en a pas. Alors, il y a des très nombreux PNN à l'examen direct de l'AT. Il y a des cocigrammes positifs très nombreux en AMA. Là, d'emblée, vous vous dites c'est du staph. Et puis, vous recevez un petit peu plus tard donc le Staph aureus qui est à 10 puissance 6, donc largement significatif. Et puis, vous regardez l'antibiogramme. Vous notez qu'il est oxaère. Donc, s'il est oxaère, vous savez comme moi ce que c'est. Il est Janta S, Tobra S. Il est fluoroquinolone S et il est érythro S. Ouais, bof. Bizarre. Concernant l'antibiogramme, vous suspectez quoi? Une pénicillinase, une bêta-lactamase à spectre élargi, une céphalosporinase, une toxine de pentonvalentine, une toxine TSSST1. C'est bientôt la fin, je vous rassure, c'est les derniers. Mais il faut aller au bout. Un pentonvalentine. J'ai spectateur anonyme qui me dit ça. Moi, je suis assez d'accord. Hein. Effectivement, on ne va pas vous embêter longtemps. C'est effectivement un penton. On le suspecte chez ces malades-là lorsqu'ils sont neutropéniques, ils ont des excavations pulmonaires qui arrivent un peu plus tard, des atteintes cutanées assez sévères. Et on le suspecte quand il est OFLO S et érythro S et acide fusidique R. D'accord? Et ça amène à réaliser un traitement antitoxinique précoce par linezolide ou clindamycine. S'il est érythro S, s'il est érythro R, vous êtes obligé de mettre du linezolide. Alors, le scanner thoracique, ça confirme bien. Vous voyez, il y a vos excavations qui sont là. Vous avez une énorme pneumonie condensante. C'est assez moche, c'est même très, très moche, assez impressionnant. Et puis, l'évolution de la patiente, regardez. Entre J1 et J4, son lactate, il est passé de 7,5 à 3. D'accord? Elle n'a pas de récupération de la fonction rénale, mais quand même, elle est décanulée à J5 et elle est extubée à J9. Alors, on a quand même mis une ECMO véno-artérielle sur une cardiomyopathie septique. Est-ce que ça a du sens? En tout cas, dans ce papier, qui était un papier un peu préliminaire, il y a eu un papier de confirmation depuis. Il semblerait que lorsque l'on implante que lorsque la fraction d'éjection s'effondre brutalement chez un malade en choc septique, il s'agisse d'une cardiomyopathie septique et que la part cardiaque supplante tout le reste, et que l'implantation d'une ECMO véno-artérielle permette d'éviter l'installation de défaillances d'organes supplémentaires et soit associée à un taux de survie, vous voyez, assez important et une récupération de la fonction cardiaque avec des FE qui reviennent à la normale derrière. Alors, elle est extubée, je vous ai dit, dans les suites. Et là, une dernière question, enfin 2 dernières questions. Elle développe une nécrose des 4 extrémités, des 4 membres. Et franchement, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un surdosage en noradrénaline? On est quand même monté à des doses extrêmement importantes, 18 mg par heure. Non, 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 non. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est non. Elle avait un tableau initial de CIVD majeur. N'allez pas dire que notre sacrée sainte drogue qu'est la noradrénaline puisse être, ne serait-ce qu'une seconde, responsable de la nécrose de ses extrémités. Je vous en remercie. Éthiquement, elle a une indication théorique d'amputation des 4 membres en transtibial et sus-styloïdien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était une ancienne marathonienne. On a eu une discussion éthique avec le comité d'éthique et la chirurgie est finalement réalisée à J13. Elle est amputée. Voilà sa qualité de vie 4 ans après, puisqu'on l'a rappelé dans le cadre d'une étude. Et lorsque vous regardez ce qu'on appelle le SF36, qui en fait est un score que fait le patient lui-même pour nous dire où est-ce qu'il en est de sa vie sur les différents rôles physiques, mental, fonctionnement, etc., vous vous rendez compte qu'elle se sent pas si mal que ça en termes de santé, qu'elle a quand même des douleurs qui sont importantes,
que sur le plan social, elle a de très bonnes interactions, qu'elle a des moments de coup de blues, mais que ce n'est pas si mal, qu'elle se sent fatiguée, mais voilà, elle est évidemment extrêmement limitée, mais que finalement, sa qualité de vie, ça valait le coup. En conclusion, je pense que ce cas clinique vous montre qu'à la base, il faut, lors de la prise en charge d'un choc septique, que ce soit sur le plan hémodynamique, sur le plan étiologique, respecter des règles de base. Il y a des règles de base, on ne peut pas y déroger, il faut aller vite, il faut s'occuper du malade, il faut rester à côté, il faut s'en occuper et pas banaliser les choses. Mais lorsque vous êtes à côté du malade, il ne faut pas non plus être dogmatique et que par conséquent, il faut avoir une prise en charge qui est balancée, qui est pondérée pour pouvoir correctement prendre en charge des malades qui sont aussi compliqués. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Antoine. Tu as des questions? Je n'ai même pas vu. Est-ce qu'il y a des questions de l'audience? Pas de questions. Il commence à être un peu claqué, quoi, hein, devant un ordinateur, un écran. Moi aussi. Hein. C'est long. Hein. Ah, c'est long. Hein. Bon, il n'y a pas de question. Ah, y a-t-il eu besoin de dialyse au décours? Oui, évidemment, il y a eu besoin d'une quantité de dialyse et d'hémofiltration conséquente. Elle a récupéré une fonction rénale correcte, mais évidemment, un tableau comme ça, le rein, il part au baquet pendant quelques temps. Il est sur la touche. Oui. Donc voilà. Et donc, Bien. nous allons passer la parole. Ah, pourquoi pas de part de la noradré dans l'ischémie? Ah, ils y tiennent. Hein. Mais parce que le malade, la noradré, c'est ce qui l'a permis de la maintenir en vie jusqu'à temps qu'on lui mette, jusqu'à temps que l'antibiothérapie puisse fonctionner, qu'on mette l'ECMO véno-artériel. Dans quel cas est-ce que vous pourriez avoir de l'ischémie liée à la noradrénaline? Soyons très clairs. Si votre malade il est vide et que vous lui mettez des quantités folles de noradrénaline et que vous ne le remplissez pas, oui, vous allez vasoconstricter quelque chose de vide. Mais en vrai, c'est l'état de choc qui est responsable de l'ischémie digestive et pas la noradrénaline si votre malade a une volémie que vous avez correctement optimisée. Mais évidemment, la noradrénaline tout seul, sans rien, ça vasoconstricte. Hein. Pour essayer de répondre à cette question de façon plus argumentée, lorsqu'on a regardé les effets secondaires des fortes doses versus des faibles doses dans cette SPAM, c'est-à-dire les patients qui étaient réanimés avec le bras pression artérielle basse et pression artérielle haute, il y avait plutôt moins d'effets secondaires d'origine ischémique et hémorragique. En particulier, il n'y avait pas plus d'ischémie digitale dans le bras haut que dans le bras bas. Donc, ce qui va dans le même sens que ce que dit Antoine, c'est que ce n'est pas la catécholamine ou la petite différence de dose de catécholamine qui est la cause des ischémies digitales, mais c'est la profondeur du choc et le recours à de très fortes doses de catécholamine dans un contexte d'activation de la coagulation et d'une coagulopathie de consommation qui fait qu'il y a des ischémies digitales. Donc, ensuite, quand on compare un puissant vasoconstricteur comme la vasopressine à la noradrénaline, mais si on utilise la vasopressine avec des posologies relativement modestes, comme 0,04 unités par minute, il n'y a pas plus dans l'étude vaste, il n'y a pas plus d'événements ischémiques digitaux et d'amputation de membres qu'avec la noradrénaline. Donc, je pense qu'il faut quand même… ces événements ischémiques des extrémités qui ont un pronostic fonctionnel effroyable, ils sont plutôt liés à l'état de choc et à la profondeur de l'état de choc qui justifie des fortes doses de catécholamine. Et c'est souvent des patients qui ont des chocs avec une fuite capillaire extrêmement importante. Et on a beau les remplir et ça ne marche pas. Et on n'a pas d'autre alternative que de mettre des fortes doses de catécholamine pour pouvoir les maintenir en vie. S'il y a une atteinte myocardique associée, c'est peut-être l'intérêt de l'assistance circulatoire chez ces patients pour maintenir un débit. Parce que souvent aussi, ils ont un débit qui est effondré parce qu'ils sont en déficit de précharge. Et ce n'est pas simple de faire de l'ECMO chez quelqu'un qui est vide. Hein. Donc, c'est un vrai challenge.
Ouais, tout à fait. Et ce que tu viens de dire là est aussi vrai dans le choc cardiogénique, hein, où ils ont même montré que des pressions artérielles hautes, de plus hautes doses de noradrénaline, une meilleure perfusion au global permettait de diminuer les lésions myocardiques. Ça, c'est un papier du JACC d'il n'y a pas longtemps. Ouais, donc, c'est quasiment vrai c'est presque un message universel. Voilà. Ah, j'ai encore 2 questions. On peut utiliser la Dapto poumon? Non. Voilà, la réponse d'apto poumon, c'est sens interdit. Ça va pas. Ça rentre pas dedans. Et la porte d'entrée initiale était la bactériémie ou la pneumopathie? Non, c'est l'association grippe et staphylocoque, c'est relativement classique, c'est la pneumopathie. Je vous propose de passer au topo suivant pour pas prendre trop de retard et puis pouvoir terminer cette journée. Et on a le plaisir d'accueillir Vincent Labbé qui, chaque année, vient nous parler des troubles du rythme en réanimation, qui sont une composante extrêmement importante de la stabilisation hémodynamique du malade et pour laquelle il y a plein de choses à faire et pas seulement de la corde à Ron. Voilà, je te remercie beaucoup, Merci beaucoup, Vincent. Antoine. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. Ça fonctionne. Ah bah, Tu sais comment partager l'écran?